Bonjour à tous, merci de vous être connectés sur cette page internet du site du Château de Versailles et de venir écouter cette conférence en ligne, de m'écouter parler de Napoléon et plus particulièrement de la biographie illustrée de Napoléon que j'ai publiée fin 2020 aux éditions Perrin en coédition avec la Bibliothèque nationale de France. Ça n'est pas la première biographie illustrée de Napoléon. Néanmoins, je vais essayer de vous montrer en quoi elle se démarque des autres et vous parler de Napoléon et des images de Napoléon, de la façon dont les images ont structuré notre imaginaire, ont donné naissance et ont renforcé la légende impériale et comment on peut se démarquer de cette légende pour en revenir, si possible, à l'histoire. Alors, on peut évoquer, j'aime beaucoup le faire en conférence, un ouvrage qui me tient beaucoup à cœur, qui est une des toutes premières biographies de Napoléon, celle d'Auguste de Chambure, qui est un ancien officier de la Grande Armée, qui a publié en 1825 un recueil de gravures à la gloire de Napoléon, des gravures qui étaient tirées de peintures qu'il avait lui-même commandées. On est dans le contexte de la publication du fameux Mémorial de Sainte-Hélène, on est dans l'essor de la légende napoléonienne, et ces gravures du livre de Chambure montrent déjà une forme d'hagiographie napoléonienne, une hagiographie qui s'auto-alimente et qui sécrète en quelque sorte ses propres arguments. C'est-à-dire qu'il est très facile de convaincre des lecteurs ou de convaincre le public du génie de Napoléon, de la générosité de Napoléon, si l'on fait soi-même graver des images qui le mettent en scène. Cela va être à peu près le même processus quelques années plus tard au musée de l'histoire de France de Versailles sous Louis-Philippe. Si l'on commande des images, des tableaux qui représentent l'empereur sous un jour glorieux et légendaire, eh bien, la légende s'auto-alimente. Ça va être le même système durant tout le XIXe siècle, notamment pour les éditions illustrées du Mémorial de Sainte-Hélène, notamment la très célèbre édition de 1842 par Charlet, qui est un des principaux artistes de la légende napoléonienne, qui va rehausser, magnifier le texte de Lascaz pour représenter la vie de l'empereur de ses débuts, du début de sa carrière jusqu'à son exil à Sainte-Hélène. Il y a un autre auteur qui m'intéresse beaucoup à ce titre, qui s'appelle Job, que vous connaissez peut-être pour ses livres pour enfants illustrés de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Job va appliquer le même principe en produisant lui-même des illustrations qui viennent à l'appui de son propos. Il s'agit donc d'une sorte là aussi d'hagiographie qui s'auto-alimente, qui s'inspire des peintures, qui s'inspire des livres, des gravures de l'époque, mais tout cela est conçu pour marquer l'imaginaire enfantin. Donc c'est un modèle biographique qui fonctionne, mais je pense, du moins je pensais en commençant à écrire ce livre, qu'il est possible d'aller plus loin et de s'appuyer sur les documents afin de décaper la légende pour en revenir à l'essentiel. Tout l'intérêt du partenariat entre les éditions Perrin et la BNF, c'est de pouvoir puiser à pleine main dans les collections de la Bibliothèque nationale, qui sont fantastiques, mais qui paradoxalement sont assez peu connues, parce qu'elles sont assez mal signalées. On estime qu'il y a environ 30 millions de documents à la BNF, environ 500 000 manuscrits, des millions de gravures, des milliers de monnaies, de médailles, des costumes, des décors, des objets, des peintures, des dessins. Donc on peut retrouver des documents que Napoléon a pu connaître, qu'il a pu voir, quelques-uns qui ont même pu lui appartenir, et on peut ainsi retourner aux origines de la légende. Pour résumer, la BNF est à elle seule un grand livre d'histoire où l'on peut lire la vie des principaux personnages. Alors, pour donner un exemple, en m'inspirant des collections que je conserve au département des manuscrits de la BNF où je travaille. C'est vraiment un exemple très flagrant, je pense. On peut relire toute la vie de Napoléon grâce aux collections des manuscrits à la bibliothèque, puisque on ouvre le livre de sa vie en quelque sorte avec le livre de raison de Charles Bonaparte, donc le père de Napoléon. Le livre de raison, c'est le journal intime, si vous voulez, où l'on note plutôt des comptes domestiques, des tâches à faire, des quelques réflexions de temps en temps, mais c'est plutôt un livre de comptes un petit peu courant. Le livre de raison de Charles Bonaparte, où le père de Napoléon note les dates de naissance de ses enfants. Donc on a de la main du père de Napoléon le jour de sa naissance,
Oggi è nato il mio figlio Napoleone, donc c'est quelque chose d'assez émouvant. Et l'on termine le récit de la vie de Napoléon avec un autre manuscrit qui est rédigé à Sainte-Hélène le 6 mai 1821, qui est l'original de son rapport d'autopsie rédigé par le médecin Antomarchi. Donc vraiment, on a là le début et la fin de la vie de Napoléon, simplement en parcourant les rayonnages de la Bibliothèque nationale. Donc l'idée, c'est de reprendre ces documents contemporains, ultra contemporains de Napoléon et de son règne, et de s'en servir pour raconter la vie de Napoléon. La raconter, si possible, en la revisitant quelque peu. Alors, je vais brosser ça à grandes lignes. Vous le savez, Napoléon a une enfance assez paisible en Corse, à Ajaccio. Fin 1779, il va entrer au collège militaire de Brienne, où il va étudier durant 5 ans. Son père, donc Charles Bonaparte, va mourir en 1785 d'un cancer de l'estomac, et le petit Bonaparte va se concentrer sur ses études tout en regrettant sa Corse natale. En 1784, il a intégré l'école militaire de Paris. Il en sort en 1785, en septembre, quand il est reçu sous-lieutenant et affecté au régiment de l'Affaire à Valence. Il y arrive le 3 novembre, donc ça sont des dates. Et il va jouer durant les années qui suivent, le rôle d'un officier à éclipse, c'est-à-dire qu'il ne va pas être très assidu à son régiment, il va demander de nombreux congés, il va passer plus de la moitié de son temps en Corse, dans ces dernières années de l'Ancien Régime. Il va assister au début de la Révolution, principalement depuis Ajaccio, où lui et ses frères, notamment Joseph, son frère aîné, Napoléon et ses frères, vont tenter de se trouver une place au soleil au sein de la vie politique et militaire locale. Cela va être un fiasco, je n'entre pas dans les détails, mais en résumé, tout le clan Bonaparte va devoir être confronté à de multiples oppositions locales, et en mai 1793, notre jeune officier va quitter la Corse avec toute sa famille de manière assez piteuse. C'est pourtant dans les mois qui suivent cette fuite humiliante de Corse que l'on va situer le fameux surgissement, c'est-à-dire le moment où le génie de Bonaparte se serait révélé, qui le fait passer du statut d'officier anonyme, assez banal, au rang de génie ou même, pour certains, de demi-dieu. Alors ses débuts politiques en Corse ont été assez peu glorieux, très humiliants comme je l'ai dit, mais il a quand même déjà un petit bagage, notamment un bagage intellectuel. Il s'est forgé une culture qui est assez originale pour son époque. On le voit en étudiant notamment ses lectures. Il est féru d'histoire, d'histoire militaire notamment, ce qui est normal pour un jeune officier, mais aussi de politique, de philosophie, d'économie, de géographie. Donc il a cette curiosité, cette appétence, il a cette mémoire remarquable, il a un sens inné du commandement qu'il a très vite formé au contact de ses soldats durant ses premiers mois d'officier. Il a une très grande énergie, il a un charisme extraordinaire, et toutes ces qualités, il va apprendre à les maîtriser très vite. C'est aussi une sorte de génie de la stratégie, et cela se révèle pleinement lors du siège de Toulon, fin 1793. C'est son plan d'attaque qu'il a du mal à imposer, parce qu'il a du mal à se faire entendre face à ses supérieurs. C'est son plan d'attaque qui va permettre de libérer le port de Toulon de la Royal Navy, ce qui lui permet de devenir général de brigade et d'obtenir un début de célébrité. C'est un moment particulièrement important du point de vue des documents et des images, puisque c'est à ce moment que Napoléon va sortir de ce qu'on appelle la nuit documentaire, c'est-à-dire que des documents vont plus précisément faire référence à lui, et surtout des images vont venir le représenter lui. Donc c'est un moment extrêmement important, parce que pour l'historien, c'est le moment où l'on arrive réellement à écrire sa vie avec autre chose que quelques anecdotes très postérieures, avec quelques lettres extrêmement rares. Là, d'un coup, le matériau se fait beaucoup plus abondant. Alors, c'est quand même une ascension qui est semée d'embûches. Bonaparte va connaître quelques ennuis au moment de la chute de Robespierre en juillet 1794. Il va même être un moment rayé des cadres de l'armée pour des raisons que je ne développe pas ici. Mais la chance va lui sourire au moment de l'insurrection royaliste du 5 octobre 1795. Il est à Paris, il est un général sans affectation, mais il est connu de quelques députés et on le charge de réprimer ce soulèvement, et donc il sauve la Convention qui s'apprête à se dissoudre et à laisser la place au Directoire. Donc en fait, il sauve tout simplement la République, et il est nommé
en récompense général en chef de l'armée de l'intérieur, qui est un poste très prestigieux, qui le place à la tête de 40 000 hommes. Donc il fait un peu son entrée dans le grand monde, il est protégé par Barras, qui est un des directeurs qui prend le pouvoir au début de l'hiver 1795. Il fait connaissance de Joséphine, qui va devenir le grand amour de sa vie très très vite, et qu'il va épouser en mars 1796. Et au même moment, il part prendre la tête de l'armée d'Italie. Vous le savez, la première campagne d'Italie de Bonaparte en 1796-1797, ça va être le grand moment de sa carrière, une succession de victoires fulgurantes et vraiment la naissance de sa légende. Alors, comment naît une légende? J'ai eu la chance de retrouver à la BNF une aquarelle qui n'est pas très connue, qui est un projet de gravure en réalité, par un peintre aux armées qui s'appelle Lambert, qui est gravé immédiatement après la bataille d'Arcole du 17 novembre 1796. Et à sa façon, cette gravure jette un peu les bases de la légende de l'invincibilité de Bonaparte. On y voit Bonaparte traversant à cheval le pont d'Arcole sous le feu ennemi en compagnie du général Augereau. Alors c'est amusant parce que plus le temps va passer, plus les représentations du pont d'Arcole vont évoluer. D'une part, on va abandonner l'idée que Bonaparte a chargé à cheval, on va plutôt le représenter en train de charger à la tête de ses hommes à pied, avec un drapeau tricolore dans la main, et petit à petit, tout l'entourage va être éclipsé. On va avoir quelques gravures où on aura beaucoup de soldats qui sont juste derrière lui. Augereau va très vite disparaître et à la fin, c'est ce que l'on retrouve dans le très célèbre tableau de Gros représentant Bonaparte à la bataille d'Arcole. Qu'est-ce que c'est que la représentation de cette bataille d'Arcole? C'est simplement Bonaparte au premier plan avec juste un arrière-plan un petit peu mouvementé où l'on distingue quelques soldats, un flou un peu artistique qui suggère une bataille, mais l'événement historique se résume et se condense en un seul homme. Donc c'est intéressant de partir à une gravure où il partage la gloire avec un autre général, à un tableau magnifique mais postérieur, très retravaillé, où il est seul et où c'est réellement lui le héros. Donc c'est ça, c'est comme ça que naît la légende, avec une image retravaillée et un exploit qui est amplifié, un exploit d'ailleurs qui est totalement inventé, puisque semble-t-il que Bonaparte est resté bien prudemment à l'arrière, il n'a pas pris personnellement le risque de charger à la tête de ses hommes. Un autre élément qui montre vraiment son sens de la propagande, c'est la façon qu'il a de manier l'écrit, notamment en créant des journaux, le plus célèbre étant le Courrier de l'armée d'Italie. Donc c'est un journal un petit peu éphémère, qui est surtout destiné à chanter ses louanges et à vanter son bilan comme général. Il y pose en officier vertueux, proche de ses soldats. Il commence à former cette légende du petit caporal, dont l'honnêteté contraste avec la corruption du directoire, qui est vraiment une idée qui se répand à l'époque. Et surtout, Bonaparte pose vraiment comme un grand homme. Un homme qui pourrait peut-être un jour potentiellement jouer le rôle de sauveur de la République. Donc on a ces premières gravures, on a des textes qui fondent son mythe, et l'on voit réellement un personnage qui sort du néant à cette époque, qui sort du néant. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que les gravures de l'époque sont de plus en plus réalistes. Les toutes premières gravures, notamment les gravures autrichiennes ou allemandes représentant le général Bonaparte, sont en fait des gravures qui reprennent un type de soldat que l'on retrouve dans des gravures populaires depuis le milieu du XVIIIe siècle, donc quelqu'un avec une grande moustache, un grand sabre, un tricorne. Ça n'est pas du tout à ça que ressemble Bonaparte. Et petit à petit, les artistes vont être de plus en plus fidèles et les portraits vont devenir de plus en plus ressemblants. Donc Bonaparte devient un être à part, un être remarquable, mais c'est aussi quelque chose qui va influer réellement sur son caractère, puisque d'une part, il va s'initier à la politique, à la diplomatie, il va gouverner ses conquêtes en Italie un peu comme un proconsul, il va se comporter de plus en plus comme un souverain, séparé du commun des mortels, il va avoir des admirateurs qui sont vraiment des fanatiques qui le suivent, qui sont prêts à le suivre jusqu'au bout, notamment Duroc, Berthier, Junot, qui vont former sa garde rapprochée, mais quand on regarde dans le détail, Bonaparte n'a pas réellement d'amis. C'est quelqu'un de très solitaire. Il est admiré, il est courtisé, mais il est toujours séparé du commun des mortels, et ce, dès cette époque. Alors,
C'est devenu un personnage célèbre, un personnage avec qui il faut compter, ce qui explique aussi qu'il va finir par faire de l'ombre à certains. Quand il rentre à Paris en 1797, après avoir battu l'Autriche, signé le traité de Campo Formio et conquis tout le nord de l'Italie, le directoire l'accueille avec les honneurs, mais va surtout penser à l'écarter. Et Bonaparte va de lui-même accepter de se lancer dans une nouvelle aventure en partant pour l'Égypte. Il s'agit d'envahir un pays perçu à l'époque comme en déliquescence afin d'ouvrir un nouveau front contre la Royal Navy qui domine en Méditerranée. Il y a une idée un petit peu révolutionnaire de libérer le peuple égyptien de la caste des Mamelouks, une ambition culturelle également, avec l'idée de découvrir et d'explorer le pays des pharaons. Alors c'est une expédition que l'on connaît très bien et par chance, là aussi, à la BNF, le matériau est surabondant puisque le département des estampes conserve la totalité des dessins de la description de l'Égypte. Donc vraiment tout le matériau des relevés archéologiques, des dessins de monuments, de paysages dessinés par les savants qui ont accompagné l'expédition, le plus connu étant Vivant Denon ou encore Edme François Jomard. Tous ces dessins ont été publiés à partir de 1809 dans la description de l'Égypte. C'est quelque chose de naturellement sublime, c'est peut-être aussi un peu lacunaire et peut-être un petit peu embelli, mais la bibliothèque conserve également des documents d'archives. Par exemple, j'ai pu retrouver au cours de mes recherches le témoignage manuscrit d'un soldat français qui a appris à parler arabe et qui note des choses en arabe dans son manuscrit. Également les papiers de quelques médecins de l'expédition d'Égypte, notamment Larrey et Desgenettes, celui qui a soigné les fameux pestiférés de Jaffa. Donc on a dans sa correspondance vraiment en direct la façon dont l'épidémie se déclenche et dont les malades sont soignés. Et la Bibliothèque nationale conserve même quelques papiers de la main de Napoléon qui témoignent de la violence de l'occupation, notamment une lettre tout à fait intéressante à Murat, qui est partiellement écrite de sa main, ce qui est assez rare, où il lui demande de pourchasser les Mamelouks et de se livrer éventuellement à des représailles en incendiant les villages qui aident l'ennemi. Donc c'est un document là aussi assez intéressant. Donc vous le savez, cette aventure égyptienne ne dure pas très longtemps. La position est en réalité intenable, Bonaparte est plus ou moins prisonnier de sa propre conquête et il va brusquement décider, en août 1799, de s'éclipser sur un petit bateau avec quelques proches et de laisser le général Kléber prendre le commandement, et il rentre en France. Il considère, de par les quelques nouvelles qu'il a de la France, que le moment est venu de s'emparer du pouvoir, car le directoire est complètement à bout, discrédité par de récentes défaites militaires en Allemagne et en Italie à nouveau, par une sorte de corruption généralisée, par des coups d'État à répétition qui invalident à chaque fois le résultat des élections, et tout simplement par le manque d'argent, les caisses de l'État étant complètement à sec. Donc en réalité, Bonaparte a eu raison de s'éloigner, de partir en Égypte, puisqu'il revient avec une réputation intacte, alors que toute la classe politique et toute la classe militaire ont eu largement le temps, pendant son absence, de se discréditer. Donc je ne rentre pas dans les détails du coup d'État des 18 et 19 Brumaire, si ce n'est pour vous dire que les archives sont quand même très absentes sur ce sujet. Il y a très peu d'archives sur l'organisation du coup d'État, il y a quelques témoignages postérieurs, mais c'est surtout l'iconographie qui est venue surimposer son propre discours, notamment les gravures diffusées immédiatement après l'événement, qui montrent Bonaparte menacé physiquement par un des députés qui cherche à le poignarder, ce qui légitime le coup d'État, puisque le pouvoir législatif est devenu incontrôlable. Bonaparte est donc forcé, légitimement, de faire intervenir ses soldats pour rétablir l'ordre. Et donc, ça justifie son accession au pouvoir. En réalité, c'est une scène qui a été inventée a posteriori, qui va vraiment justifier le coup de force. Alors, Bonaparte, théoriquement, n'était censé n'être que l'épée dans ce complot, face à Sieyès, qui est un penseur politique, qui était censé être la tête du complot, qui était censé prendre les rênes du pays, qui ambitionne de mettre en place un régime républicain avec un projet de constitution assez compliqué. En réalité, c'est Bonaparte qui va prendre la tête du consulat, qui va éclipser Sieyès très vite, et qui va gouverner avec un gouvernement à 3 têtes. Donc il va être premier consul, Cambacérès second consul,
et Lebrun, troisième consul. Dans la réalité, c'est lui le premier consul. Et là aussi, l'iconographie va au début privilégier la fiction d'un pouvoir partagé avec des gravures mettant en scène les trois consuls, mais la réalité s'impose très vite et on retrouve très rapidement Bonaparte seul, premier consul. Et ce que traduit l'image, c'est très net. Il y a un chef de l'État et il y a deux exécutants. C'est la situation que va sanctionner le consulat à vie en 1802. Alors sans entrer vraiment dans le détail du consulat, le grand événement du début de la période, c'est la bataille de Marengo en juin 1800, qui est la bataille qui permet à la France de reprendre le contrôle de l'Italie du Nord face à l'Autriche et de consacrer la réputation de Bonaparte comme général invincible. Par truchement, cette victoire va aussi permettre à Bonaparte de rétablir la paix avec l'Autriche d'abord, puis ensuite avec tout le reste de l'Europe, la Prusse, la Russie, et enfin la paix d'Amiens avec l'Angleterre en 1802. Il ramène aussi la paix religieuse avec la signature du Concordat et retour également à la paix civile. Il commence à accueillir les royalistes qui commencent à rentrer des migrations, et paix civile et stabilité avec la création de tout ce qui forme l'héritage napoléonien aujourd'hui, le Conseil d'État, la Banque de France, le début de la rédaction du Code civil, la mise en place des sous-préfectures, des préfectures, donc l'organisation, l'armature administrative de la France que l'on connaît, tout ça est mené en quelques années. On assiste en parallèle à une véritable monarchisation du régime consulaire qui est symbolisée par l'installation du premier consul aux Tuileries, donc le palais occupé par Louis XVI de 1789 à 1792, auparavant effectivement résidence de Louis XV, de Louis XIV, donc prestigieuse résidence monarchique, également le siège de la Convention durant une partie de la Révolution et des comités révolutionnaires, donc Bonaparte fait coup double, il efface le souvenir du gouvernement révolutionnaire et le souvenir des rois de France. Le drapeau tricolore flotte sur les Tuileries, mais le palais va devenir très vite le siège d'une véritable vie de cour qui évoque de plus en plus celle de Versailles, avec une étiquette qui commence à réapparaître à partir de 1802. Il y a un signe qui ne trompe pas. Malmaison, le petit château de Joséphine, va très vite passer à l'arrière-plan. Bonaparte s'y rend fréquemment jusqu'en 1802, mais à partir de 1802, il préfère passer c'est une partie de la semaine au château de Saint-Cloud. Là aussi, une ancienne résidence royale. Et pourquoi Saint-Cloud? Simplement parce que Saint-Cloud est plus vaste et permet d'accueillir plus de courtisans, d'organiser des festivités plus fastueuses que Malmaison. Donc en 1802, Bonaparte est déjà perçu comme un souverain, il est consul à vie, il a ramené la paix en Europe, il a refondé l'État, il est déjà au sommet de son prestige. Alors pourquoi l'Empire? C'est une question qu'on peut se poser. Il y a d'une part une part d'orgueil chez lui, la volonté de fonder peut-être une dynastie, mais il y a aussi le souci d'assurer la pérennité de son œuvre avec ce raisonnement qui peut nous sembler paradoxal aujourd'hui, qui veut qu'une monarchie peut seule sauver la République et les libertés qui vont avec. C'est-à-dire qu'on ne peut stabiliser l'État, on ne peut sauver le bilan de 1789, qui est donc les libertés et l'égalité civique, tout cela que dans le cadre d'une monarchie qui est le système politique le plus stable. Bonaparte est conscient des menaces qui pèsent sur lui, avec d'un côté des complots de royalistes qui cherchent à l'assassiner, d'une opposition jacobine qui est encore assez forte. Il a peur de voir la guerre reprendre en Europe à n'importe quel moment. Donc tout cela le pousse à fonder la quatrième dynastie. Et désormais, Bonaparte va se considérer comme l'égal de Charlemagne et en plus l'héritier de César. Donc il préfère puiser dans des références médiévales, dans des références antiques, ce qui est un moyen aussi de mieux faire oublier les Bourbons et l'Ancien Régime. Donc Napoléon devient, vous le savez, empereur des Français en mai 1804. Et le sacre a lieu à Notre-Dame le 2 décembre de la même année. Et Napoléon est empereur d'une France agrandie des conquêtes révolutionnaires, c'est-à-dire la Belgique et la rive gauche du Rhin. Très vite, il va être roi d'Italie, donc l'Italie du Nord. Donc en bref, il est déjà en 1804-1805 le souverain le plus puissant de son temps, mais l'Europe va très vite replonger dans la guerre, puisque l'Angleterre n'a pas vraiment intérêt à voir une puissance continentale
hégémonique menaçait son commerce. L'influence française en Allemagne est vue d'un très mauvais œil en Prusse et en Autriche. La Russie pousse son influence pour s'imposer également en Europe. Donc il va y avoir toute une série de guerres durant le règne de Napoléon, des guerres qui vont d'abord être plutôt défensives, mais qui vont permettre à Napoléon de s'imposer de 1805 à 1807. Sa grande armée est à son apogée, son talent militaire aussi, il est encore jeune, en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Donc durant ces 2-3 années, il va réorganiser entièrement l'Allemagne. C'est la fondation de la Confédération du Rhin, qui est vraiment une sorte de protectorat français. Il va humilier l'Autriche, la Prusse, battre la Russie, puis il va ensuite les forcer à s'allier avec la France. Il va décréter, ce qui est déjà assez ambitieux, le blocus continental, donc interdiction pour toute l'Europe continentale de commercer avec l'Angleterre, le but étant de mettre l'économie anglaise à genoux. Et dans mon livre, pour évoquer cette période, donc cette période d'effervescence, de très grandes batailles, j'ai choisi d'utiliser principalement les gravures d'un artiste qui s'appelle Johann Lorenz Rugendas, qui sont des gravures qui sont gravées immédiatement après les batailles, souvent d'après des témoignages oculaire. Et fait qui m'a vraiment frappé, ce sont des gravures que l'on retrouve souvent encadrées dans les inventaires de succession des maréchaux d'Empire. C'est-à-dire que les commandants qui étaient présents sur place pendant les batailles les ont collectionnés, ce qui pour moi est plutôt un gage de qualité. On les trouve à la BNF. À la BNF, on trouve également une série de cartes très précieuses, certaines levées par les officiers du génie sous l'Empire, qui permettent de mieux comprendre le déroulement des batailles, notamment une très belle carte d'Austerlitz qui a été dressée par un officier du génie juste après la bataille. Alors Napoléon va passer cette première partie de son règne, de 1805 à 1809, à faire la guerre, et il va continuer à gouverner. Et là, l'intérêt pour l'historien d'utiliser les documents originaux qui se trouvent ou aux archives nationales, à travers les fonds d'archives des généraux ou des officiers de l'armée ou même de la cour impériale, on en trouve beaucoup à la BNF, c'est de donner un aperçu du fonctionnement pyramidal de l'Empire. C'est-à-dire que sans entrer vraiment dans la complexité du fonctionnement de l'Europe napoléonienne, un travail biographique permet d'étudier Napoléon dans son cabinet de travail, de le saisir sur le vif, en le présentant non pas comme un dirigeant forcément clairvoyant, rigoureux, mais aussi un petit peu comme un facteur de désordre, puisque Napoléon veut tout contrôler, veut tout superviser, veut tout surveiller, se mêle d'absolument tout dans l'administration. Donc ce qui est intéressant quand on se replonge dans les dossiers, quand on fait en quelque sorte l'archéologie documentaire du fonctionnement du cabinet de travail de Napoléon, c'est de voir que finalement Napoléon est certes une sorte de locomotive par son énergie, par sa volonté de tout superviser, mais aussi un facteur de désordre puisqu'il se mêle de tout, on ne peut jamais remettre ses décisions en question et des fois ces décisions sont complètement déconnectées de la réalité du terrain. Alors, j'ai beaucoup étudié dans mon livre un ordre du jour du Conseil d'État qui date de juillet 1806, qui est un document que je trouve extrêmement intéressant, puisqu'il nous montre complètement un autre Napoléon. C'est un document qui est raturé, qui est gribouillé par Napoléon lui-même, et l'on voit qu'il assiste aux séances du Conseil d'État, mais qu'il s'ennuie, qu'il s'endort, qu'il laisse les juristes discuter, mais les témoignages le montrent, malheureusement, même s'il est un petit peu dissipé pendant les séances du Conseil d'État, il lui arrive aussi de se réveiller d'un coup, de monopoliser la parole et de faire prendre énormément de retard en mettant en réalité du désordre dans des débats qui se déroulaient parfaitement entre juristes spécialistes et très compétents. Donc ça, c'est une idée que je tenais à souligner. Napoléon au travail, bourreau de travail, mais aussi un travailleur parfois un petit peu chaotique, puisque omniprésent, mais pas omniscient. La question de l'entourage aussi me paraît extrêmement importante. Alors, quand on brosse un portrait biographique un petit peu resserré sur un personnage, la question de l'entourage passe un petit peu à l'arrière-plan, pardon, mais on peut souligner quand même toujours cette solitude de Napoléon que l'on retrouve, puisque à travers des archives, à travers des témoignages, on voit qu'il est extrêmement froid. Il est extrêmement froid envers tous ceux qui l'admirent, envers tous ceux qui travaillent avec lui. Il a tendance à admettre dans son cercle plutôt des personnalités soumises, effacées, qui sont davantage des exécutants que des décideurs. On peut citer par exemple l'archichancelier Cambacérès, qui est une sorte d'éternel numéro 2 de l'Empire, le major général de la Grande Armée Berthier, les ministres Daru ou Marais,
tous sont très travailleurs, mais n'ont aucun sens de l'initiative. Et Napoléon les fait cravacher, si vous me passez cette expression. Napoléon les exploite, Napoléon les épuise, mais Napoléon ne leur laisse jamais prendre de décision par eux-mêmes. De même, Napoléon va placer ses frères sur les trônes, différents trônes européens. Vous savez que Joseph va être roi de Naples puis d'Espagne, Louis va être roi de Hollande, Jérôme va être roi de Westphalie. Mais tous ses frères vont être privés de leur indépendance et Napoléon va les tenir sous sa coupe. Et ce seront en réalité des souverains assez malheureux, puisqu'ils ne pourront pas réellement gouverner en pleine indépendance. Napoléon viendra toujours leur mettre des bâtons dans les roues. Ce sera également le cas de Murat quand il accédera au trône de Naples à partir de 1808. C'est ce que Napoléon appelle son système. Il parle toujours de son système. Qu'est-ce que c'est que le système de Napoléon? Probablement, même s'il ne le définit jamais précisément, c'est sans doute une forme de prépondérance systématique de la France sur tout le continent. Et par la France, j'entends Napoléon lui-même. S'appuyer sur des documents originaux permet aussi de revenir sur des questions beaucoup plus concrètes, de voir par exemple comment travaille l'entourage de Napoléon. Je vous ai dit qu'ils sont effacés, ce sont des exécutants. Ce qui est fascinant de voir par exemple, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est dans les archives du grand maréchal du palais de Napoléon, du Roc, qui sont conservées à la Bibliothèque nationale. Il y a un document qui n'avait jamais attiré l'attention des chercheurs, qui est une dictée de Napoléon. Alors on retrouve tous les poncifs, toutes les citations que l'on connaît déjà sur Napoléon qui dicte extrêmement vite, qui peut dicter plusieurs lettres en même temps à différents secrétaires. Et ce que laisse apparaître ce document, c'est quelque chose d'assez inédit. C'est un système d'abréviation où des lettres sont remplacées par des points. C'est un détail que l'on ne connaissait pas, mais c'est extrêmement important de voir que c'est un système d'abréviation que l'on retrouve par la suite sur les dictées de Sainte-Hélène. Cela veut dire que face au débit de parole très rapide de Napoléon, ses proches avaient inventé entre eux un système sténographique, donc ils s'étaient sans doute concertés, ils pouvaient le comprendre entre les différents collaborateurs de Napoléon, et c'est un système qui a continué à être en usage jusqu'à la fin de la vie de Napoléon, puisqu'il continuait toujours à dicter, même en exil. Il parlait toujours très vite. Et donc c'est tout à fait fascinant de retrouver là aussi cette archéologie documentaire, un élément très concret qui nous montre que oui, c'est vrai, Napoléon parlait vite, il avait forcé ses collaborateurs à inventer leur propre système d'abréviation. Puisque l'on parle des sources de la BNF, on peut aussi recourir au département des estampes aux vues de Paris, dans ce qu'on appelle le fonds détailleur. Donc c'est la topographie de la France, notamment topographie parisienne, et montrer les lieux tels que Napoléon a pu les connaître. C'est un autre élément important du règne, voir comment Napoléon travaille, voir aussi dans quel environnement il a vécu. Et l'on peut retrouver à la bibliothèque certaines vues de l'architecte Percier, des vues de Paris qui répondent par exemple à un livret provenant du cabinet de l'empereur où on a récapitulé à son intention les travaux en cours dans Paris en 1813, au moment où il veut encore embellir la capitale. On peut compléter cette étude de l'environnement de Napoléon par les dictées concernant les bâtiments publics dans Paris ou les bâtiments de la couronne. On retrouve ça également à la Bibliothèque nationale et ces documents révèlent ces projets utopiques comme par exemple le projet de reconstruction du Louvre pour y installer la Bibliothèque impériale et les archives de l'Empire, ou également il y a d'autres projets qui concernent entre autres le château de Versailles, puisque Napoléon se réinstalle d'abord à Trianon, qu'il fait remeubler, mais il projette aussi à partir de 1810 de s'installer au château de Versailles où des travaux ont lieu. C'est aussi l'occasion de regarder ces documents, de regarder cette iconographie, ces plans, ces vues d'architectes, de mettre en relation parfois les archives et certaines œuvres, puisque l'on retrouve dans les manuscrits, c'est une surprise d'ailleurs, de retrouver la facture du trône des Tuileries, qui est aujourd'hui conservée au Louvre, au département des objets d'art, et l'on retrouve la facture, on peut savoir combien cela a coûté, quand finalement il a été livré, donc des éléments très concrets, et toujours dans les archives, des surprises. Autre volet documentaire extrêmement intéressant que l'on peut retrouver à la BNF, la question de la politique de l'époque que l'on peut étudier grâce à la presse, puisque l'on retrouve tous les journaux et même de manière plus générale toutes les publications qui s'impriment à Paris à l'époque grâce au dépôt légal.
Donc, toutes les questions relatives à la censure, au contrôle de l'opinion publique, la mise en scène de la vie de l'empereur et de sa cour dans la presse qui est donc aux ordres du pouvoir, tout cela se retrouve dans les journaux de l'époque, des journaux qui sont de plus en plus soumis, de plus en plus étroitement contrôlés, au point que Napoléon en vient par rédiger lui-même beaucoup d'articles dans ces journaux. Donc tout ça, on le retrouve facilement grâce au dépôt légal. Et simplement pour résumer la question, un conseiller d'État de l'Empire disait à l'époque « Napoléon et liberté de la presse sont deux mots qui hurlent d'être ensemble ». On retrouve aussi dans les gravures certaines œuvres qui résument de manière frappante ou qui concrétisent même la réalité de la mainmise française sur l'Europe, notamment une image que je trouve particulièrement remarquable, qui a été diffusée en 1807 et qui montre Napoléon trônant au milieu des souverains de la Confédération du Rhin. Donc tous les monarques allemands qui ont été invités à Paris, le roi de Wurtemberg, le roi de Saxe, par exemple, tous alliés de gré ou de force à la France par des traités souvent aux conditions très dures, qui sont forcés de payer des tributs, de fournir des contingents à la France. Ils ont tous été invités à Paris pour fêter le mariage de Jérôme Bonaparte, qui vient d'être proclamé roi de Westphalie, qui épouse la fille du roi de Wurtemberg, et Napoléon trône au milieu d'eux. Ils avaient été invités pour une fête de cour, ils n'avaient peut-être pas prévu de se retrouver posant pour la postérité sur une gravure qui vraiment met en scène de façon très nette leur humiliation et leur domination. Alors, si l'on reprend les cartes à nouveau, les cartes nous montrent aussi la façon dont Napoléon domine le continent. On reprend l'almanach impérial, par exemple, en 1811. L'almanach impérial nous dit qu'à cette époque, on a déjà la France des 130 départements. La France compte 44 millions de sujets. C'est l'année précédente, Napoléon a annexé la Hollande, donc la France est encore agrandie. Les territoires de ce qu'on appelle le Grand Empire, c'est-à-dire la péninsule italienne, qui est en partie rattachée à la France, l'Espagne, où règne Joseph Bonaparte, les États de la Confédération du Rhin, le Danemark, la Suisse, donc tous les alliés de l'Empire, cela fait 44 millions d'habitants supplémentaires. Enfin, on a d'anciens ennemis qui ont été alliés à la France de force, la Prusse qui compte 5 millions d'habitants, l'Autriche qui est peuplée de 19 millions d'habitants. On fait les comptes, cela fait 112 millions d'individus qui, en 1811, sont soumis à la domination ou à l'influence plus ou moins directe de Napoléon, alors que le continent européen, en comptant la Russie, n'est peuplé à l'époque que de 167 millions d'habitants. C'est dire vraiment le degré de puissance atteint par Napoléon en 1810, après la seconde campagne d'Autriche. Vous regardez une carte de l'Empire en 1811, c'est très frappant de voir la prépondérance frappante de la France. Alors, élément qui a vraiment permis à Napoléon de rehausser encore l'éclat de sa cour et de son trône, le mariage, son mariage avec l'archiduchesse Marie-Louise en avril 1810, donc après le divorce avec Joséphine qui ne pouvait plus avoir d'enfants. Là aussi, ce grand mariage est commémoré à travers une iconographie très riche, à travers aussi un déferlement de pièces de circonstances, de poésie, de petites pièces de théâtre. Également, on retrouve quelques documents comptables à la BNF sur l'organisation du mariage. On retrouve également les journaux intimes de Marie-Louise à la BNF, que j'avais eu la chance de retrouver il y a quelques années, un journal intime qui montre notamment qu'elle a commencé par avoir peur de son mari avant de s'attacher à lui assez sincèrement, et l'affection visiblement est réciproque. En 1811, Marie-Louise donne le jour au roi de Rome, donc Napoléon a enfin l'héritier dont il rêvait, et l'on peut se demander si l'Empire n'est pas à son apogée, puisque l'Europe est en paix à l'exception de l'Espagne, où règne Joseph et où une guerre civile a éclaté en 1808. Autrement, il y a quelques points de faiblesse dans ce système napoléonien. La crise religieuse, puisque Napoléon s'est brouillé avec le pape, l'a fait emprisonner en 1809 après avoir annexé Rome. La crise économique qui a été provoquée par le blocus continental qui frappe vraiment tout le continent. Et enfin, l'impatience de certains souverains, notamment en Russie ou en Prusse, qui commencent à en avoir assez de l'alliance avec la France qui les ruine, qui met leur économie à genoux,
qui, finalement, Napoléon commence à lasser un petit peu les autres souverains. C'est peut-être aussi à ce moment, 1811, où on a cet apogée en trompe-l'œil, que le projet de Napoléon va déraper quelque peu, c'est-à-dire que l'idée qu'il a de défendre la France et les acquis de la Révolution face à l'Europe des rois, les idées très belles, très nobles de l'émancipation des peuples, l'abolition de la féodalité, l'égalité civique par le Code civil, ce sont des idées qui sont peu à peu remplacées par une volonté purement et simplement hégémonique de l'empereur. Napoléon commence à vieillir, Napoléon se montre de plus en plus inflexible, intransigeant, sourd aussi aux avertissements de ses proches, qui l'avertissent que son système commence à avoir quelques ratés, que les Français commencent à se fatiguer de la crise économique, que les peuples de l'Europe commencent à en avoir assez de la domination française. Napoléon n'écoute pas. C'est ce que montre bien, je pense, la comparaison entre deux œuvres d'Isabey qui sont très célèbres. D'un côté, un portrait en pied de Napoléon peint en 1812, où l'on voit Napoléon en tenue de sacre tel qu'il se présentait en 1804, donc un souverain très jeune, et de l'autre un dessin qu'il va croquer très vite au palais de Saint-Cloud pendant une messe. Donc on est au printemps 1812 et l'on voit Napoléon qui a énormément grossi, son crâne c'est un petit peu dégarni, il a l'air un petit peu endormi, donc en bref, il a beaucoup vieilli en quelques années, et c'est justement en 1812, au moment où il commence physiquement à décliner, où il n'est plus peut-être un général sur le terrain aussi endurant qu'il l'avait été quelques années auparavant, c'est à ce moment-là qu'il va se lancer dans la guerre de Trau. Cette guerre de Trau, c'est celle qui est destinée à mettre au pas la Russie qui refuse de respecter le blocus continental désormais, et pour mettre son ami, le tsar Alexandre, au pas, Napoléon va lever une armée absolument gigantesque, mais très hétérogène, puisqu'il a 350 000 Français, ce qui inclut donc des Italiens et des Hollandais, et 326 000 soldats fournis par une vingtaine d'autres nations, dont beaucoup vont se battre à contre-cœur, notamment les contingents fournis par l'Autriche ou par la Prusse. Face à lui, le tsar Alexandre a 490 000 soldats, mais il a un avantage capital avec un espace immense, les plaines de Russie, et la certitude que Napoléon foncerait tête baissée vers Moscou avant de se laisser attraper par l'hiver. Alors on connaît beaucoup d'œuvres très intéressantes sur cette campagne, notamment ce que j'ai eu la chance de retrouver, des aquarelles conservées à la BNF par Albrecht Adam, qui est un des peintres à la suite de l'armée, qui est plus précisément à la suite du prince Eugène, le beau-fils de Napoléon, le fils de Joséphine. Et donc ce peintre suit Eugène et peint sur le vif plusieurs batailles. Donc vous le savez, la campagne de Russie, c'est une catastrophe. Cette catastrophe, ça va être la retraite en plein hiver. À la fin de l'armée 1812, après la retraite de Russie, en fait, la grande armée de Napoléon est réduite à néant. On estime que la campagne a fait à peu près 200 000 morts parmi les Français. La moitié ont succombé au froid, à la faim ou à la maladie. 190 000 soldats ont été faits prisonniers. 130 000 ont déserté. Napoléon, lui, est rentré à Paris après quelques semaines passées dans cet enfer, et il se prépare déjà à lever une nouvelle armée. Alors l'année 1813, ça va être l'année pour Napoléon de l'obstination. Ça va être l'année, les historiens de l'Empire le connaissent comme l'année de la campagne de Saxe, c'est-à-dire que les alliés de Napoléon vont l'abandonner un à un, mais il va refuser obstinément de signer la paix avec eux. La Prusse, puis l'Autriche vont se joindre à la Russie, et finalement, après une campagne assez éprouvante qui dure de mai à octobre 1813, Napoléon va perdre l'Allemagne à la bataille de Leipzig, que l'on connaît notamment par une sublime gravure du graveur Rugendas dont je vous parlais tout à l'heure, par une autre gravure anonyme assez intéressante qui est probablement d'après un dessin pris sur le vif qui montre Napoléon en train d'examiner une carte en se prenant la tête entre les mains. Il est vrai que la situation est vraiment catastrophique. Non seulement il perd l'Allemagne à Leipzig, mais son frère Joseph a perdu l'Espagne, qui a été envahie par un détachement de l'armée anglaise, et que son beau-frère Murat à Naples finit à son tour par le trahir. Donc fin 1813, l'Empire est à la veille d'être envahi par les Pyrénées, par le Rhin, par les Alpes et par la Belgique, avec en tout 1 million d'ennemis mobilisés contre la France et surtout contre Napoléon lui-même. Là aussi,
L'iconographie reflète à merveille l'état d'esprit des contemporains, puisque c'est à ce moment, quand le blocus continental s'effondre, que se mettent à circuler en France les gravures anglaises et les brochures satiriques imprimées à Londres. Et c'est avec ces gravures que naît véritablement la légende noire de Napoléon, que l'on considère comme l'ogre, c'est-à-dire celui qui dévore les jeunes gens, les conscrits qui sont sans cesse appelés à mourir dans une guerre qui est absolument sans fin. Donc la légende noire qui, peu à peu, fait oublier la légende dorée des premières années très glorieuses de l'Empire, et l'iconographie le montre très nettement. Alors Napoléon ne se laisse pas détrôner si facilement, c'est durant la fameuse campagne de France des premiers mois de 1814 qu'il va retrouver sa réputation militaire. Il était plus sur la défensive, plus fatigué en 1812, en 1813. En 1814, il retrouve son énergie. Il lui reste 60 000 hommes, mais il va remporter plusieurs batailles importantes. Il va retarder l'avancée de la coalition formée par tous ses anciens alliés, les Russes, les Prussiens, les Autrichiens et tous les petits souverains allemands. Mais même s'il les bat à plusieurs reprises, il ne peut que gagner du temps. Paris est prise le 31 mars 1814. Napoléon va se réfugier avec sa garde au château de Fontainebleau, où il abdique le 6 avril 1814. Et au même moment, le Sénat va rappeler Louis XVIII. Alors, le 20 avril 1814, Napoléon va partir pour l'île d'Elbe, qui lui a été concédée par ses vainqueurs, en pleine souveraineté, cela dit. Et comme vous le savez, Napoléon va rester à peu près 10 mois à l'île d'Elbe. Il se repose et finalement, il s'enfuit. Pourquoi s'enfuit-il ? Il est conscient d'une part des difficultés rencontrées par Louis XVIII, qui a un petit peu du mal à s'imposer et à comprendre la Nouvelle-France, puisqu'il est parti en émigration en 1791, il lui manque une petite mise à jour. Napoléon sait aussi que les souverains de l'Europe qui se sont réunis pour le congrès de Vienne, qui veulent réorganiser et redessiner les frontières de l'Europe, songent aussi à l'exiler très loin, peut-être aux États-Unis, mais on parle aussi, dès cette époque, dès la fin de l'année 1814, on parle de l'envoyer à Sainte-Hélène. Enfin, financièrement, Napoléon est aux abois, il n'a pas reçu la pension qui lui avait été promise, il ne lui reste plus beaucoup d'argent, il s'ennuie en plus sur sa petite île où Marie-Louise n'a pas voulu le rejoindre avec leur fils. Finalement, le 26 février 1815, il s'embarque pour la France avec 900 soldats qui lui restent et il est décidé à reprendre son trône. Alors, on a énormément de textes, on a aussi beaucoup d'iconographie sur ce qu'on appelle le vol de l'aigle, qui voit Napoléon débarquer en Provence, remonter ensuite les Basses-Alpes, rentrer dans Grenoble, puis dans Lyon, et jusqu'à Paris, alors que des régiments entiers se rallient à lui sur son passage et que les populations l'acclament, tandis que Louis XVIII, lui, doit s'enfuir assez piteusement et s'exiler à Gand, en Belgique. Alors Napoléon sait parfaitement, quand il débarque en France, que l'armée le regrette, parce que la guerre, cela veut dire, mine de rien, des tributs, des pillages, des primes, donc de l'avancement aussi pour les soldats. Donc l'armée regrette un petit peu l'époque des guerres napoléoniennes. Et enfin, Napoléon a calculé son itinéraire en sachant pertinemment quelles sont les régions où il est demeuré populaire et où il peut passer sans risque. À Lyon, par exemple, il est accueilli par les ouvriers des usines de soie, donc les soieries, les soyeux, qui sont reconnaissants parce que Napoléon a énormément commandé de soieries pour les palais impériaux. Donc l'industrie de la soie ayant été prospère durant tout l'Empire, les ouvriers sont reconnaissants et l'accueillent à bras ouverts. Il est également accueilli sur tout son passage par des vétérans qui ont été mis à la demi-solde par Louis XVIII, qui sont nostalgiques de la gloire. Et en réalité, entre des ouvriers qui acclament l'empereur et des vétérans qui veulent retrouver leur uniforme, c'est un assez bon résumé de qui sont les soutiens de Napoléon en 1815, puisque les 100 jours sont un événement assez paradoxal qui étonne la totalité du continent, mais dans tous les départements, c'est un petit peu la stupeur qui préside quand on voit Napoléon reprendre le pouvoir en 20 jours à peine, sans tirer un seul coup de fusil. C'est-à-dire qu'on l'acclame partout où il passe, mais dans le reste de la France, les gens sont abasourdis de la nouvelle. Puis finalement, ils sont abasourdis. À la fin du mois de mars, au début du mois d'avril, ils sont peut-être un petit peu attentistes. On voit notamment l'attitude des autorités locales qui sont très prudentes, qui hésitent à l'acclamer, qui hésitent à hisser à nouveau le drapeau tricolore. Puis finalement, très vite, c'est plutôt la déception qui s'impose,
puisque le retour de Napoléon annonce la reprise de la guerre. Il avait promis la paix aux Français en débarquant de l'île d'Elbe. En réalité, la guerre, les préparatifs de la guerre démarrent immédiatement. Donc, l'attentisme domine durant tous les 100 jours, et même, j'ose l'avancer dans mon livre qui vient de sortir sur les 100 jours, c'est même peut-être l'indifférence. Quand on regarde les rapports de police, quand on regarde les comptes rendus des préfets, en réalité, 80% de la population attend de voir ce qui va se passer en se rendant bien compte que la tentative de Napoléon ne risque pas de durer, qu'il faut attendre la reprise de la guerre pour voir comment les choses vont évoluer. On voit qu'autour de Napoléon, tout le monde doute, les maréchaux sont tous très fatigués, les ministres sont très prudents et rechignent à le servir, et en France, tous les notables, les propriétaires terriens, les propriétaires de manufactures, tous les grands fonctionnaires, tous les notables craignent de perdre leurs biens, de perdre leur situation s'ils soutiennent l'empereur. Donc pour soutenir l'empereur, comme le dit un rapport de l'époque, il faut donc avoir tout perdu avec le retour des Bourbons ou être déjà très pauvre et n'avoir absolument plus rien à perdre. Les ouvriers, l'armée, une population plutôt urbaine, une petite frange de la toute petite bourgeoisie, voilà en réalité les vrais soutiens de Napoléon en 1815, et encore, ceux-ci vont très vite être déçus par ces décisions et surtout être déçus par la constitution semi-libérale ficelée à la hâte, ce qu'on appelle l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire qu'il va promulguer en avril. Donc tout cela va décevoir beaucoup les admirateurs de l'empereur. En outre, la guerre va reprendre très très vite. Les préparatifs vraiment des deux côtés, que ce soit en France ou au niveau des souverains au Congrès de Vienne, les préparatifs de la guerre reprennent dès la fin du mois de mars. Donc on comprend très bien que la guerre va reprendre. Et quand on regarde par exemple les manœuvres de Fouché, le ministre de la Police, qui correspond avec tous les souverains européens de manière clandestine, qui prépare déjà le retour de Louis XVIII ou éventuellement l'avènement du duc d'Orléans, eh bien, on voit très bien que personne ne croit au retour de l'empereur, peut-être même pas Napoléon lui-même. Au fond, peut-être fait-il une sorte de baroud d'honneur pour laisser vraiment sa marque dans la postérité, mais on n'est pas sûr que lui-même y croit vraiment. D'ailleurs, les tableaux et les gravures de l'époque témoignent de la cérémonie très fastueuse qu'il organise au début du mois de juin au Champ de Mars, au Champ de Mars à Paris. Et en fait, tout le monde a l'impression d'assister à une sorte de pièce de théâtre. C'est ce que l'on voit dans les souvenirs de Michelet, par exemple. Personne n'y croit et tout le monde a l'impression d'assister à une très mauvaise comédie, une sorte de dictature d'opérette qui se met en place et plus personne n'y croit. C'est ce que l'on voit également dans les rapports de police adressés au ministre de l'Intérieur Carnot, qui sont conservés également à la BNF. Le solde de ces doutes et de ces déceptions, c'est Waterloo, où Napoléon n'a qu'une armée levée à la hâte. Il a à peu près 90 000 hommes. Il va affronter Wellington, qui a à peu près autant de soldats. Ils sont quasiment à force égale, mais Napoléon est épuisé. L'armée prussienne, commandée par Blücher, arrive à la mi-journée à la place du maréchal Grouchy. L'anecdote est très connue. Il va y avoir plusieurs erreurs tactiques, notamment Ney qui va lancer une charge complètement inutile. Et finalement, au soir du 18 juin 1815, Napoléon est sèchement battu. Le lendemain, il décide de rentrer à Paris et de réclamer aux chambres de nouveaux moyens de faire la guerre. Peine perdue, sitôt rentré à Paris, les députés vont se liguer contre lui et Fouché, le ministre de la Police, qui est vraiment l'incarnation de la traîtrise pour tous les contemporains, va le pousser à l'abdication. On peut étudier cette période complexe avec les rapports de police adressés au ministère de l'Intérieur dont je vous ai parlé, également grâce aux mémoires de Gaillard, qui est le confident de Fouché, qui a laissé une autobiographie qui n'existe qu'à l'état manuscrit et qui est passionnante. Et tous ces documents montrent que Paris est divisé en deux, entre les partisans de Louis XVIII et les partisans de l'empereur. Napoléon, lui, est complètement sous le choc, il est humilié, il semble presque hagard à ceux qui l'approchent, et tous ceux qui l'ont vu en 1815 s'accordent pour dire qu'il n'est plus à la hauteur. Il veut toujours tout faire lui-même, mais il n'a plus la même énergie. Comme il a très peu dormi pendant les 100 jours, il a énormément travaillé. Sa santé n'est plus tout à fait aussi bonne. Donc vraiment, Napoléon est au fond du trou, moralement et physiquement. Donc il se laisse arracher cette abdication, et il se laisse
écarté de la scène sans trop résister. Le 25 juin, il quitte Paris, il se réfugie d'abord à Malmaison. Joséphine est morte l'année précédente. Le 29 juin, il part pour Rochefort. Il espère arriver à s'exiler aux États-Unis. Le 8 juillet, Louis XVIII revient à Paris. Le 12, Napoléon débarque sur l'île d'Aix au large de Rochefort. Il est bloqué par la Royal Navy et le 15 juillet, il prend la décision de se rendre aux Anglais avec quelques fidèles. Et le 23, enfin, au large des côtes anglaises, on l'informe de la décision prise par le gouvernement britannique de l'expédier à Sainte-Hélène, à l'autre bout du monde, dans l'Atlantique Sud. Et là, l'Europe est censée l'oublier et recommencer à vivre sans l'empereur qui doit finir ses jours là-bas. Donc Napoléon passe les 5 dernières années de sa vie dans la petite maison de Longwood à Sainte-Hélène avec quelques derniers fidèles, le grand maréchal du palais Bertrand, le général Montholon, le général Gourgaud, son valet de chambre Marchand. Lascaz, l'auteur du mémorial de Sainte-Hélène, s'est fait expulser de l'île au bout de quelques mois et durant ces dernières années de sa vie, Napoléon s'ennuie. Il ressasse ses erreurs, il ressasse ses défaites, il rumine le fiasco de Waterloo. C'est une période que l'on connaît particulièrement bien grâce aux archives de Hudson Lowe, le gouverneur de l'île de Sainte-Hélène, qui sont également conservées à la BNF et que j'ai eu la chance d'étudier. Elles étaient conservées là-bas depuis la fin de la monarchie de Juillet et quasiment aucun historien ne les avait dépouillées jusqu'à ces dernières années. Donc elles sont particulièrement intéressantes pour comprendre l'exil. Donc on voit que Napoléon est très surveillé, on voit que Napoléon se cloître dans sa maison, il dicte ses mémoires. Là aussi, les manuscrits conservés à la BNF montrent ses hésitations, ses ratures, ses repentirs. C'est une œuvre, l'autobiographie de Napoléon, qui va rester inachevée. Il va écrire les parties sur la campagne d'Italie de 1796, l'expédition d'Égypte et les 100 jours, et pour le reste, il n'aura pas l'énergie de finir. On a quelques brouillons, quelques passages, quelques projets de chapitres, mais quasiment rien pour le consulat et l'Empire. Heureusement, ses proches ont tenu des journaux intimes, donc Lascaz avec son fameux mémorial, mais aussi Gourgaud, Montholon et Bertrand, le mamelouk Ali qui a suivi Napoléon, le valet de chambre Marchand, tous ont rédigé les faits et gestes de Napoléon et ont noté les anecdotes racontées par Napoléon. Comme Napoléon s'ennuie beaucoup, il va aussi beaucoup relire. Il va relire les classiques grecs et romains, les tragédies de Corneille, de Racine, les œuvres de Voltaire, des romans, de la poésie. Quand on feuillette les écrits de Sainte-Hélène, on voit qu'il était doué d'une immense culture littéraire. C'est un aspect de sa personnalité qui n'a peut-être pas beaucoup été souligné, mais on voit aussi par ses différents récits qu'il se montre toujours très imbu de l'étiquette, plus encore qu'à l'époque de son règne, car c'est tout ce qui lui reste. L'étiquette, c'est la dernière parcelle de pouvoir qu'il a pu encore emmener avec lui, puisque ses proches, son entourage, le reconnaît encore comme empereur et se comportent avec lui comme s'ils étaient aux Tuileries. En réalité, Napoléon s'aigrit, devient de plus en plus insupportable. Il a d'ailleurs la tristesse de voir ses proches le quitter un à un. Donc Lascaz est parti en 1816. En 1818, ce sera au tour du général Gourgaud, qui est excédé par les disputes qu'il a régulièrement avec Napoléon, parce que Napoléon n'arrête pas de lui dire qu'il n'a commis aucune erreur en Russie et qu'il aurait dû gagner à Waterloo. Donc Napoléon finalement énerve tout le monde et il ne réussit pas à terminer ses mémoires, surtout parce que travailler en historien, regarder sa propre vie de manière un petit peu détachée, impose de faire preuve d'objectivité et il en est incapable. Le temps passe très lentement à Sainte-Hélène, mais après 5 ans d'exil, Napoléon est rongé par la dépression. Ses derniers proches ne rêvent plus que de rentrer en Europe, et en réalité, si l'on voit les écrits de Sainte-Hélène dans les années 1820-1821, ils en viennent presque à attendre la mort de Napoléon avec impatience, car Napoléon est très malade. Depuis 1816, il a commencé à souffrir de maux d'estomac. La réclusion et le manque d'exercice qu'il s'impose n'arrangent pas son état de santé. Il reste confiné en permanence durant les années 1818 et 1819. Et s'il y a peut-être un léger mieux en 1820 quand il se met de manière assez improbable au jardinage, il y a une très belle gravure anglaise conservée à la BNF où l'on voit Napoléon en tenue de planteur colonial habillé tout en blanc avec un chapeau de paille et des sandales en train de surveiller les plantations dans son jardin de Sainte-Hélène. Ça l'amuse quelques mois, puis il retombe dans la dépression et sa santé décline de manière irrémédiable à partir d'octobre 1820.
Il meurt le 5 mai 1821 après une agonie très longue, très pénible. Les médecins actuels, en examinant l'original de son rapport d'autopsie, estiment qu'il a sans doute succombé à une anémie très sévère provoquée par un ulcère percé à l'estomac qui lui avait fait perdre énormément de sang. Cet ulcère était peut-être cancéreux de surcroît, et ce qui l'achève sans doute, ce sont, comme souvent à l'époque, les médecins, c'est-à-dire son docteur arrivé d'Europe en 1819, le médecin Antomarchi, qui le soigne avec des pilules de mercure, avec les meilleures intentions du monde. Et cela, sans doute, l'achève probablement, puisque le 4 mai 1821, alors que Napoléon est déjà très mal en point et quasiment déjà à l'agonie, on lui administre une dose de mercure absolument énorme en pensant le soigner. Et cela le fait tomber dans une sorte de coma, il ne se réveille plus et il meurt quelques heures plus tard. Donc Napoléon est mort, mais sa légende prend son envol avec le mémorial de Sainte-Hélène qui est publié en 1823 et qui impose à tous les contemporains la vision très dorée d'un règne libéral, d'un souverain qui a tenté d'imposer à l'Europe conservatrice des rois l'émancipation promise par la Révolution française. La réalité, comme je vous l'ai suggéré, est un petit peu plus nuancée. L'Empire était un régime plutôt autoritaire, dirigé par un chef intransigeant, même mégalomane au fond, qui avait entrepris de mettre le continent sous sa coupe avant de détruire sa propre œuvre en quelques années et uniquement par orgueil et par refus d'admettre sa propre défaite ou d'admettre ses erreurs. C'est un jugement qui peut paraître un peu sévère, mais qui permet aussi de contrebalancer les récits du mémorial de Sainte-Hélène, donc la légende dorée qui a permis au bonapartisme de renaître comme force politique. Les Français des années 1820, 1830, 1840 ont constamment baigné dans la légende impériale. Ce sont eux qui ensuite ont voté pour Louis-Napoléon Bonaparte en 1848 aux élections présidentielles. Alors cette légende napoléonienne, on peut l'analyser de bien des façons, par la littérature tout d'abord, puisque l'ascension de Napoléon a inspiré et a fasciné les écrivains. On peut penser à Stendhal par exemple, on peut penser à Balzac. Alors Stendhal, c'est évidemment Le Rouge et le Noir, Julien Sorel. Balzac, c'est plutôt Rastignac. La Chute fascine également les écrivains, fascine notamment Victor Hugo qui écrit des poèmes sur la chute de l'Empire, qui consacre une grande partie des Misérables à une sorte de panorama de la bataille de Waterloo. Alors personnellement, je m'intéresse plutôt aux mémoires, c'est-à-dire aux témoignages des anciens serviteurs de Napoléon, de ses ministres, de ses généraux, de ses courtisans. La publication de ces mémoires a été un véritable phénomène de librairie, mais ces mémoires, paradoxalement, donnent toujours à voir une image très figée de Napoléon, une image qui a été fixée dans les années 1820 de manière quasi définitive, puisqu'en fait nous en sommes toujours largement tributaires. Il est soit une image binaire, il est soit le jeune général, mince, glorieux, le jeune Bonaparte de la campagne d'Italie, de la campagne d'Égypte, soit l'empereur bedonnant avec un petit chapeau des premières campagnes de l'Empire. Donc c'est un personnage double, mais c'est un personnage sans nuance, tel que nous l'a légué la légende, avec toujours un caractère finalement très bonhomme, très bienveillant, très éloigné du vrai caractère de l'empereur. Donc ce personnage double, on peut arriver à l'oublier, on peut l'effacer en cherchant les nuances. Et les nuances, justement, c'est le travail sur les sources, sur les archives, qui permet de revenir sur les clichés légués par les turiféraires de Napoléon au XIXe siècle, par ses admirateurs du XXe siècle et même, en un sens, du début du XXIe siècle. Et on peut arriver, en décapant la légende, comme je vous le disais au début, décaper la légende pour essayer de retrouver quel était le véritable Napoléon. C'est un peu l'enjeu, je pense, de ce bicentenaire, délaisser les études datées, trop hagiographiques. Ça fait 200 ans qu'on s'extasie sur Napoléon et que l'on reprend la légende née avec le mémorial de Sainte-Hélène. On peut au contraire en revenir aux sources et faire émerger de nouvelles problématiques, faire émerger aussi une nouvelle vision de Napoléon et de son règne. On peut s'intéresser, comme le font les historiens actuellement, à la diplomatie, au fonctionnement de l'administration, aux questions économiques et sociales. Tout cela fait l'objet d'un véritable renouveau chez les historiens, et chaque génération d'historiens apporte son propre regard sur la période napoléonienne, et le Napoléon tel qu'on le conçoit en 2021 est très différent de celui que l'on pensait connaître en 1969, quand on a commencé le cycle de commémoration du bicentenaire avec le bicentenaire de la naissance de Napoléon.
Plus le temps passe, plus on connaît les archives, plus on se rend compte qu'on ne sait rien ou pas grand-chose sur le Premier Empire, et au lieu d'être figé dans sa gloire, mais une gloire un petit peu poussiéreuse, l'Empire est un champ de recherche en réalité extrêmement dynamique. C'est ce que j'ai essayé de montrer avec cette biographie. On peut revenir aux sources par les images, par les archives, et on peut étudier énormément de champs qui sont particulièrement neufs, particulièrement stimulants. Et l'on en revient en réalité à la très vieille citation de Stendhal, Stendhal qui, en 1819, déjà affirmait qu'il serait un jour nécessaire de réécrire l'histoire de Napoléon tous les ans. On en est là, et c'est là que je m'arrête, et je vous remercie.